À savoir que moi, je ne regarde pas de télé, mais les anciens colocs, je leur ai dit, je dis, écoute, il y a une nana qui m'a écrit sur Instagram pour me demander si je voulais participer au casting de Top Chef. Elle dit, mais tu rigoles? Je dis, mais non. Ah, et toi, tu connaissais pas du tout, quoi. Pas du tout. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et donc, j'ai commencé à faire des menus dégustation vegan. À travailler le seitan, à faire plein de préparations. Donc, vraiment, dans les cartes qu'après j'ai élaborées à la suite, après, mine de rien, je fais quand même 4 ans à Vida. Mais 4 ans à Vida, quand j'étais arrivée, je me rappelle, je sortais dans 12 étoiles. Donc, voilà, on connaît un peu l'ambiance comment c'est. Donc, nous, on essaie de répéter comme on nous a appris, mais ça ne marchait pas parce que moi, je travaillais qu'avec des exécutants qui n'ont pas forcément fait l'école. Donc, quand tu te vois qu'en une semaine, tu n'as quasiment plus d'équipe, tu remets en question ton management, 30 secondes. Et donc, moi, je me suis vraiment remise en question, soit à niveau managérial qu'à niveau culinaire. Parce que ça, on t'avait jamais appris à manager une équipe? Si, bien sûr, mais un manager à l'ancienne. Oui. Oui. Manager à l'ancienne, ça veut dire les insulter, ça veut dire les mal parler. Marche ou crève. Ouais. Tu fouettes et t'avances. Ouais. De temps en temps, la carotte. Mais ouais, la carotte ou le bâton. C'est ça. Et donc, il a fallu, là aussi, toi, que tu réapprennes ou que tu apprennes cette phase-là. Dans cette phase-là, j'ai réappris le management. Après, certes que ça n'existe pas un restaurant sans problème. Si tu veux pas de problème, tu travailles pas dans les restaurants. D'ailleurs, on vit sans problème, ça n'existe pas. Hein, ça dépend. C'est ce que j'allais te dire. C'est ça. Pas que dans la restauration. Hein, c'est ça. C'est ça. On dirait la restauration. Quand tu vois les gens qui travaillent, par exemple, dans les hôpitaux, dans les champs, on dit ouais, c'est hyper dur le métier de la restauration. Allez travailler dans les champs à 5 heures du matin. Moi, je l'ai fait. Ou à l'usine. Hein. C'est à l'usine. À faire les 3 bits, hein, c'est pareil. Hein, donc, en vrai, ça dépend de l'intention que nous, on met en faisant les choses et de comme nous, comment dire en français, comment nous apercevons, comme nous apercevons les choses, tout change. Ouais. Si quelqu'un, par exemple, il s'en va et tu dis ouais, c'est un con, c'est ci, c'est ça, donc tu as mal réagi, mais c'est ta réaction, c'est pas l'effet. La cause, c'est pas le mec qui s'en va, c'est ta réaction au sujet qui fait ça. Donc je pense que chacun, il doit, notamment quand tu es en place de responsable, doit se remettre en question dans ce propos-là. C'est exactement ce que j'allais te enchaîner. Du coup, comment tu vois maintenant la vision d'un chef comme ça, c'est quoi? C'est un manager, il est là pour insuffler une dynamique, comment tu vois ça, toi? C'est un chef d'orchestre? Le chef, bien sûr. Moi, j'ai toujours vu la restauration comme quand tu vas à l'opéra. Tu rentres dans un restaurant, tu as les différents musiciens, que c'est tout le personnel de restaurant, en salle, en cuisine. Et après, les chefs d'orchestre, c'est évidemment le chef de salle et le chef de restaurant, de cuisine, qui jouent ensemble avec toute l'équipe. Non, moi, j'ai vraiment cette vision-là de la restauration. Et je pense que pour être vraiment respecté, déjà, il faut donner l'exemple. Je pense qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, qu'il soit dans les grands restaurants, dans les petits restaurants. Pour moi, un chef, au moins pour l'instant, quand il voit, par exemple, alors si tu tombes dans une équipe où il y a déjà le chef, le second, ça bouge pas, là, tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit, tu as déjà ton équipe. En fait, ça dépend aussi parce que dans chaque restaurant où un chef arrive, il y a une situation différente. Autant la situation, il y a différentes situations. Autant la situation sous-effective, donc tu fais avec les moyens de bord. Autant la situation où tu dois dégager des gens, tu es en sous-effective, etc. Tu es dans la situation où tu es carrément bien, tu vois. Et toi, tu étais dans quelle situation alors? Moi, j'ai eu toutes les situations. Comme tout le monde, comme tous les chefs. Oui. Et moi, pour moi, ce que c'est le plus important, c'est peu n'importe quelle situation, tu arrives le matin, être humain avec les gens. Les gens, c'est pas justement que des coupeurs de carottes, des éplucheurs d'oignons. C'est des gens avec des sentiments, leur vie,
Donc, il faut déjà respecter chaque personne, ne pas arriver avec cette arrogance qu'ils ont énormément de chefs. Ouais, ça va bidule, ça va, les petits blagounettes à la con. Non, t'es dans un ambiance de travail déjà. Moi, ça, c'est hyper important, sauf si t'as déjà en fait, ça dépend, encore une fois. Si t'as déjà un certain... un vécu avec ton un équipe. vécu avec ton équipe, mais encore toujours avec le respect. Ouais. On ne parle pas et c'est pour ça, moi, je prends ton nez au bout d'un moment. Au début, je m'en foutais si on m'appelait chef, mais au bout d'un moment, quand plus tu as des grandes brigades, plus c'est essentiel de te faire appeler chef. Vous voyez, on s'en fout. Moi, je m'en fiche, même si j'ai énormément de gens qui ont travaillé avec moi, qui n'arrivent plus à me tutoyer et m'appeler Tania, parce que bon, tu prends l'habitude, au bout d'un moment, d'appeler chef et tu as ce blocage-là. Mais déjà, ça, si tu veux être chef assez jeune, en plus, tu es une femme, tu dois te faire vous voyez. Et pas forcément, mais surtout te faire appeler chef pendant le service et pendant la mise en place. Dehors, tu dis, on s'en fout de dehors, mais pendant les heures de travail, tu m'appelles chef. C'est vraiment ce blocage qui fait inconsciemment aux gens, ça donne le respect de ce qu'il faut et de rester à leur place. Déjà, ça, à partir de cette base-là, mais je pense qu'il n'y a pas seulement la restauration, encore une fois, on parle de ça, mais c'est l'entrepreneuriat, voilà, c'est un peu pour n'importe quel domaine. Et après, donner l'exemple dans le sens que si on fait des préparations de base qui soient des jus, des fonds, lever des poissons, lever de la viande, donc des préparations comme ça de base, c'est cool que ton second, que ton bras droit, il s'en occupe à chaque reprise, mais c'est bien aussi que le chef, même s'il a énormément d'autres choses à voir, que le personnel de cuisine ne se rend pas compte forcément, soit un restaurant ou une cuisine à gérer. Et du coup, de temps en temps, c'est bien que le chef, il vient, il explique, qu'il soit là, qui n'est pas forcément là pour dire bonjour, au revoir. Voilà. Parce que toi, tant que tu n'as pas vécu ce travail, ce métier de chef, tu peux pas le comprendre, toi, tu dis? Non. C'est vraiment un travail, ça n'a plus rien à voir. En fait, c'est une charge mentale énorme parce que déjà depuis le matin, tu dois gérer tous les états d'esprit de tout le monde, du fournisseur, du plongeur, du commis. Et finalement, ils ont une rupture de stock. Et finalement, il y a, je sais pas, un lavabo qui a pété. Et l'autre en salle, il vient pas. Ils ont pas imprimé un menu. Je peux t'en sortir plein, si tu veux. Mais en fait, c'est une charge mentale. Et qu'est-ce que ça arrive au cerveau humain? Plus t'as de charge, plus t'es moins efficace parce que tu te concentres sur la charge. Et finalement, même si t'as pas autant de travail, entre guillemets, hein, sans compter les factures et tout ça, ça compte aussi, oui, les plannings, tout l'administratif. Ouais. Donc, des fois, voilà, c'est pour ça que quand on est chef, il faut apprendre à dispatcher tout et comment dire, comme si tu dois mettre dans des tiroirs différents les choses, parce que si tu commences à mélanger, tu vas plus t'en sortir et tu rames à balle. Et tu dispatches, ça veut dire que c'est toi qui gères, mais à différents moments, ou ça veut dire aussi que tu délègues à d'autres personnes? Par exemple, oui, mais c'est ça. Alors, tu délègues. Alors, à ce moment-là, c'est cool, mais c'est par exemple, tu es en sous-effectif et tu peux pas déléguer. Tu peux pas, par exemple, dire, j'ai besoin de vaisselle. Tu te plains, par exemple, ah ouais, j'ai besoin de vaisselle. Et après, tu passes à autre chose. Non. Tu as besoin de vaisselle, tu t'occupes du problème, c'est résolu, tu passes à autre chose. En fait, si tu commences à dire, j'ai besoin de ci, mais je le fais pas. J'ai besoin de ça, mais je le fais pas. En fait, tu passes ta vie à juste te plaindre et pas prendre le taureau par les cornes, encore une fois. Ouais. Donc voilà, tu te fais une to-do list et tu y vas par urgence et tu traites dans l'ordre. Tac, tac, tac. C'est ça. Une fois que ça c'est réglé, tu passes à la suivante s'il y a un autre problème ou un autre truc et tu avances comme ça. Toujours, il ne faut pas dire tiens, je m'en occupe demain. Si tu peux le faire maintenant, c'est maintenant. Et tout ça, j'imagine, sans que tes équipes ressentent la pression que toi tu peux avoir. Bien sûr. Mais parce qu'il y a la pression de la masse salariale, il y a la pression de food cost, il y a la pression de tout. Tu as la pression de tout, de l'apprenti qui s'est mis à pleurer parce que Jean-Jacques Gilac, il a mal parlé l'autre jour, l'a tapé, on l'a pas vu. En fait, t'as deux minimums au pire, t'as tout le temps, en fait, c'est le chef, il prend, d'un certain point de vue, même, entre guillemets, plus que la salle, parce qu'en salle, la salle, c'est les comptes.
C'est cool parce qu'un patron, il dit, bah, toi, tu es le chef, tu es celle qui... Toi, tu dépenses. Non. Non. En fait, le patron d'un restaurant, un entrepreneur, il dit, bah, toi, je te mets, toi, tu es le chef, donc c'est toi, on a la lumière vers toi. Toi, directeur de salle, bon, on ne te met pas la lumière, par contre, on te paye à côté. Donc, c'est lui qui s'occupe des comptes, du chiffre d'affaires et tout ça. Donc, ça crée cet emploi comme ça crée un déséquilibre entre la salle et la cuisine. Parce qu'alors, la personne en salle, entre guillemets, elle a la frustration de ne pas être assez mise en avant. Pourtant, c'est lui qui débarrasse et qui met les assiettes, qui fait l'histoire, qui crée l'histoire. Donc, sans le serveur, on ne peut rien faire. Et inversement. Et le cuisinier, c'est celui que, bon, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. C'est pour ça qu'il y a toujours un conflit entre ça et la cuisine. C'est une question de ego, mais de ego pur et dur. Hein. Alors qu'ils devraient travailler ensemble. Alors qu'ils devraient travailler ensemble. Mais surtout, il y a énormément de mecs qui ça leur fait chier la femme chef parce que ça leur fait chier vraiment Ego. à leur ego de macho, donc ça leur même inconscient, mais on habite dans une société patriarcale, on va pas se mentir, donc inconsciemment ça leur fout mal. Ça leur fout mal. Un peu ce qu'elle a un gros caractère, ça fait chier. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu nous faisais à manger là-bas? Qu'est-ce qu'on mangeait là-bas dans ce restaurant-là? Lequel à Vida? Ouais, à Vida, exactement. À Vida. Est-ce que tu as un plat signature ou tu as un plat où tu as été heureuse? On faisait le ceviche. Vas-y, raconte. On faisait le ceviche. Juan, c'était le patron de ce restaurant à l'époque. Et il est colombien. Je n'avais pas encore rencontré mon copain à l'époque. Et il m'avait appris à faire du ceviche. Donc, le ceviche avec la leche del tigre, tu peux la faire sans lait de coco, avec du lait de coco. C'est toujours en base de coriandre, oignon, ail, piment, persil. Donc, tu le mixes ensemble. Tu peux mettre ou du fumet ou du lait de coco. Et là, ça te fait la petite sauce. Ou après, tu vas verser sur ton poisson qui est mariné avec du sel et du citron et de l'huile d'olive. Donc, en partant sur cette base-là, moi, ça m'a tout de suite rappelé le carpaccio, le crudo qu'on fait en Italie. Donc, du poisson cru qui a mariné pareil. Donc, ça m'a inspiré de ouf. Donc, le ceviche, moi, j'adore le faire à base de pommes vertes, le switcher un peu en façon méditerranéenne. Donc, c'est un plat qui est resté vraiment dans mon cœur et qui m'a transmis Juan. Donc, j'adorais. Je le faisais aussi en version végane. Donc, sur une base de seitan. Le seitan, en fait, c'est l'extraction de la protéine du blé. Okay. En gros, je t'explique. Ouais. C'est mieux de t'expliquer, c'est plus facile. Vas-y. En gros, tu prends de la farine, tu fais un pâton, comme un pâton de pizza, d'accord? Ce pâton de pizza, tu le mets dans un coup de poule avec de l'eau jusqu'à hauteur, 1 heure au frigo au repos. OK. Tu reprends ce pâton, tu le rinces, comme si quand tu enlèves dans les graines de riz l'amidon en dessous de l'eau. Voilà. Donc là, tu vas perdre au moins 50% de la masse. Et ce qui reste, c'est la protéine de la farine. Donc cette protéine, tu peux faire n'importe ce que tu veux. Alors, tu peux l'assaisonner ou directement la cuire dans le bouillon, dans un bouillon aromatisé. Donc c'est le bouillon qui va donner le goût à cette protéine, que c'est le seitan. Donc à l'époque, moi, je faisais cuire le seitan avec des algues nori, kombu, enfin des différentes algues pour donner vraiment le côté iodé de la mer. Je servais ça avec de la salicorne et ça te faisait un ceviche vegan. Ah ouais, génial. Ouais. Et alors, tu bois quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Blanc, un blanc? Un petit blanc. Un peu vif? Ah oui, un petit blanc vif. Hein. Ouais, un vermentino de la Sardaigne. Ah, ouais, ok. C'est vrai qu'il y a des bons vins aussi en Sardaigne. Vous avez tout là-bas. Hein? Oui. C'est vrai, hein? Oui. Produit de la mer, produit de la terre, le vin, c'est... C'est vrai. C'est hyper complet hein, comme région. C'est une île incroyable. Et je ne te cache pas, Toto, que si ce n'était pas pour mon mec, moi, je serais déjà rentrée chez moi. D'ailleurs, je vais en avion samedi, je veux partir chez moi. Samedi, là, tu pars... 10 jours avant de partir en Colombie. Génial.
Tu vas pas avoir chaud en Sardaigne Oui. l'été? L'été en Sardaigne Non, mais samedi, il va faire 40 degrés, s'il te plaît. J'ai trop peur, je dis, mais c'est pas possible. Ah là là, 40 degrés. Ouais. C'est Alors, l'été, là. quand on était petit, je me rappelle que les 40 degrés, il y avait, mais il y avait pour un jour dans tout l'été. Ouais. Après, c'était tout le temps 30. J'ai remarqué au fur et à mesure des années que les jours de très forte chaleur, ils augmentent de plus en plus. Et c'est hyper inquiétant. Avant, c'était des jours, maintenant, c'est des semaines. Ouais. Et alors attends, parce que maintenant, allez, on revient encore en arrière. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu te retrouves embarqué dans l'aventure Top Chef? Ah, On l'avait oublié celle-là. parce qu'en plus, à savoir que moi, je regarde pas de télé. Ouais. Je me dis, bah, Top Chef, je parlais comme chaque cuisinier lambda, donc Top Chef pour moi, bon, c'est la branlette, qu'est-ce qu'ils font ceux-là, voilà, pour moi, je fais la vraie cuisine, c'est mes 15 heures par jour au boulot, hein, c'est voilà, vraiment un peu campagnard sur les bords, on va dire. Et donc, mes anciens colocs avec qui j'habitais, Tanguy et Loïse, je leur ai dit, écoute, il y a une nana qui m'a écrit sur Instagram pour me demander si je voulais participer au casting de Top Chef. Elle m'a dit, mais tu rigoles? J'ai dit, bah non. Avec toi, tu connaissais pas du tout, quoi. Pas du tout. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et c'est eux qui t'ont dit, non, vas-y, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, ouais, vas-y, fonce. Même Juan, il m'a dit, vas-y, fonce, Tania, fonce. Je dis, ok. Ok. Bon, on va le faire. Je me Juan rappelle. l'avait gagné? Non. Il a Juan, participé en revanche, non? ouais, il a fait 3 émissions, comme Ok. moi. Ouais, plus ou moins, ouais. Ok. Et du coup, j'avais fait mon casting. À l'époque, j'avais amené mon plat signature, que c'était un ravioli vegan, parce que là, j'étais à fond sur les trucs. Parce que pour moi, au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, c'est facile de faire bien à manger avec un morceau de viande. Alors, sans viande, et sans lait, sans crème. Allez! Donc, à l'époque, t'étais à j'étais fond, vraiment à t'étais à fond. fond. Ah oui, j'étais à fond. Donc, j'avais fait un ravioli vegan et tout. Et c'était quoi le plat? Ah oui, bah après, tu avais 2 plats. Un plat signature et après un plat fait avec un ingrédient mystère, que c'était la carotte. Et ça, c'est au casting, là? Ça, c'est au casting. D'accord. Donc, à l'époque, j'avais fait avec la carotte, j'avais cuit la carotte dans 12 jus de carotte. Après, j'avais fait, avec ce qui me restait en faisant le jus de carotte, j'avais fait un crumble où j'avais mis après un œuf pour donner le petit côté gourmand, un œuf mariné. Voilà, donc j'avais fait un plat comme ça avec une trilogie de carottes, une déclinaison de carottes de toute façon, avec un petit jaune d'œuf gourmand qui unissait le plat. Voilà, donc ils avaient adoré. J'avais démarré en octobre. Ce que j'avais pas trop aimé, alors, si je peux me permettre, parce que alors, tout le monde était adorable, les nounous, etc. En revanche, je trouve qu'en fait, vu qu'ils font 2 sessions de casting, il y a certaines personnes qui le font rentrer au dernier moment, soit disons moi aussi. Mais il y a des gens que, par exemple, en fait, tu as des thèmes avant de commencer le tournage. Mais les thèmes, ils ne sont pas dans l'ordre. Mais évidemment, on ne va pas se mentir, quand on va demander un dessert à base de fruits de mer à Top Chef, le mec ne va pas dire « Oh, l'idée, elle est trouvée !» Bien sûr, 2 minutes. Du coup, moi, les thèmes, je les avais reçus une semaine avant le tournage. Ah oui. Alors Et tu penses qu'il y en a d'autres qui en avaient reçu bien avant? Ah non, c'est pas un pensée. Hein. Ouais. C'est juste qu'ils étaient castés avant, donc choisis avant, donc c'est normal, ils ont eu plus de temps. Après, si tu veux, il y a par exemple quelqu'un comme moi qui allait, par exemple, beaucoup plus loin, elle n'a pas forcément besoin des thèmes. En revanche, une personne qui l'avait depuis 3 mois, finalement, c'est pas ça qui fait ta victoire, j'ai envie de dire. Mais par contre, partir tous avec le même pied, les mêmes infos, ça serait plus cool. Ouais. Voilà, c'est l'unique chose. Par contre, pour le reste, c'était incroyable, une expérience incroyable. Pourquoi? Premier point, c'est la rencontre avec des passionnés comme moi. À l'époque, on venait tout juste de sortir de Covid, donc on avait un nounou, on était obligés de rester à l'hôtel. Donc, on est quoi là? On est en 2020 ou 2021? 2020. C'est fin 2021 ou 2022, ouais. Ok.
Ouais, de 73, ouais. Et du coup, l'échange culinaire avec des gens aussi passionnés, on parlait de cuisine jusqu'à 4 h du matin, c'était incroyable. Tu vivais cuisine, tu parlais cuisine, tu dormais C'était- cuisine, quoi. Tu faisais que ça. Ouais. Bah après, je suis pas quelqu'un d'hyper compétitive parce que justement, ça m'a un peu marqué cette histoire des étoilés qu'il faut être tout le temps le meilleur. Ça me semble un peu trop combat d'ego. C'est bon, enfin, on n'est pas en train de sauver des vies et je pense qu'il y a énormément de chefs qui l'ont déjà dit aussi. Ils ont hyper raison. Enfin, c'est vrai, il faut donner le coup d'œil dans la cuisine, mais encore une fois, on ne sauve pas des vies. Donc, ça m'a hyper marqué ça. Et je n'ai pas non plus... Ouais, c'est vrai, tu as envie d'être le premier. Non, moi, je ne veux pas... Alors, moi, je ne voulais pas sortir au premier, par contre. Parce que c'est quand même dur, faire tout ce chemin, commencer à rentrer, même pas avoir une équipe. C'est horrible. Ouais. Alors, sortir au premier, c'est vraiment la loose. Mais sinon, 12e, 3e, 4e, 5e, 6e, après ça s'enchaîne. Hein. Mais donc, tu es contente, tu gardes quand même une expérience. Oui. Tu es toujours en contact avec des camarades de cette saison-là? Oui, avec Wilfried, avec Louise. J'étais partie une semaine chez elle à Lisbonne. Incroyable, son restaurant, ça déchire. Incroyable. Est-ce que ensuite, une fois que tu sors de Top Chef, est-ce que ça t'apporte, tu vois, d'un point de vue pro, une notoriété ou un truc comme ça qui fait que tu te retrouves avec encore plus de monde, je sais pas, dans le restaurant ou autre? Est-ce que tu as senti comme ça? Oui, j'ai senti la vague Top Chef. Je voulais garder au début un pied dans le salariat et un pied dans l'auto. Bon, pendant 2 ans, j'ai travaillé en tant que salarié et aussi, je faisais des prestations. Donc, des fois, j'enchaînais non-stop. Chef à domicile ou ce type de choses ou Chef à domicile, collaboration avec des marques, cocktail dînatoire. Je faisais beaucoup ça pendant mes week-ends. J'enchaînais énormément jusqu'à quand mon corps m'a dit arrête là. Mon corps m'a dit Tania. Stop, basta. Là, c'est bon. Parce qu'en plus, il y a eu un moment où je me fatiguais. Normalement, pour moi, 15 heures par jour, ça va. Hein? Enfin, tu commences à 8 h, tu finis à 15 h 30, tu reprends à 17 h, tu termines à minuit. C'était la base, c'était normal. Et au bout d'un moment, comme j'ai des amis aussi qui ne font pas partie de la restauration, qui ne travaillent pas dans la restauration, je leur ai dit, mais c'est chelou, j'arrive plus à tenir cette heure-là. Mon regard me dit, la question, Tania, c'est comment tu faisais avant? C'est ça la question. Tu veux pas, on parle à l'élevage intensif, mais l'être humain, nous, par exemple, dans la restauration, on fait du travail intensif. Ouais. Et au bout d'un moment, à force de le faire, ça nous semble normal. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé pour moi, c'était le travail. Tu connais mes potes pour me voir, ils venaient me voir au restaurant. Et tu travaillais 7 jours sur 7 pratiquement? Ça m'arrivait, oui. Avec avec le à côté, parce que j'avais un pied dans le salariat et un pied dans l'auto-entrepreneur. Donc, Et tu as fait ça 7 jours sur 7, 15 heures par jour pendant combien de temps? J'enchaînais 1 ou 2 mois, après un mois normal, après 1 ou 2 mois. Et un mois normal, c'est combien d'heures par semaine? C'est 75 heures, 80 heures par semaine. Ouais, ça, c'est un mois light. Une semaine light. C'est 80 heures par semaine, bien sûr. Bien sûr. Classique. Pour moi, c'était ça, oui. Oui, pour moi et pour plein d'autres aussi qui font la restauration. Ouais. On ne va pas se mentir. Je ne suis pas l'unique. Et du coup, au bout d'un moment, mon corps m'a dit de stopper. Tout simplement parce que j'ai une tumeur. J'ai une tumeur à la thyroïde. Là, ça se voit, là, la petite cicatrice. Et donc, je me suis dit, au début, pour moi, je me dis, je ne savais pas en fait si c'était cancérigène. Donc, des mois et des mois à attendre parce que c'était après l'opération que je savais si c'était machin, s'il fallait prendre un médicament à vie, voilà. Donc, il y a eu plein d'interrogations de ma carrière, de ça, de ci. M'arrêter, le fait de m'arrêter, c'était la première fois. Peut-être dans ma carrière, je me suis mis 2 fois en arrêt maladie. C'était vraiment, moi, c'était... Et là, c'était la 2e fois? Presque? Ouais, ça, c'était ma... Enfin, arrêt maladie pour opération, jamais.
arrêt maladie de peut-être la fois où Ou je tu avais m'étais- dit, quand tu avais eu tu sais, le foie gras que tu avais mangé. C'est que t'avais, ça. C'est ça. Ah ouais. Et donc, je me retrouve, je me suis fait opérer, tout s'est bien passé. Finalement, je me dis, je pétais un plomb, je dis, je n'ai plus envie, alors là, il faut que je fasse un choix, ou travailler pour moi, ou travailler pour les autres. Je ne peux pas mettre deux pieds... Tu peux pas faire les deux. Non, je peux pas. Je peux pas. Au niveau santé, Ouais. c'est pas évident. Donc, je me suis dit, je vais me mettre à fond sur moi. Et là, je me retrouve en janvier, toute seule, sans pression. C'était trop bizarre. Je me sentais pas bien. Je dis, mais c'est... Ah oui, tu t'es senti pas bien. Imagine, t'enchaînes pendant 17 ans, Ouais. comme ça, Ouais. comme malade, et en janvier, t'as pas de personne ne te met la pression, tu es en arrêt maladie, là, j'ai déjà ma société, donc, j'ai ma société, mon compte auto-entrepreneur, donc je commence à petit, j'avais déjà des contacts, donc je travaille, je fais mon site internet, mais en même temps, tu te sens comme quand si tu vas à 100 à l'heure, et là, t'as même pas eu le temps de mettre en première que tu redescends à 30. Je dis, waouh! Donc, l'autodiscipline, c'est différent. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans une cuisine, que tu sois chef, peu n'importe quel métier, tu as de la pression par tes directeurs, par tes employés, par tout le monde, les patrons. Même les clients parfois. Voilà, aussi. c'est ça. Donc, la discipline, tu l'as parce que tu as la pression. Alors, l'autodiscipline, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément... comment expliquer? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. C'est ça, parce que alors, quand il y a personne qui te met la pression, tu te dis... Là, tu peux compter que sur toi-même, en fait. Tu es toute seule, là. Ouais. Tu es toute seule, tu te retrouves à être face à toi, peut-être ton téléphone où tu dis tiens, on m'appelle pas, ou qu'est-ce que je vais faire, il faut que tu te réinventes, quoi. Oui, après, vu que je suis quelqu'un de hyperactif, regarde, là, je vais profiter, je me suis mis mon petit barbecue, mon petit coin d'herbe aromatique à la maison. Donc, en vrai, je me suis trouvé plein de choses à faire. Mais ça m'a laissé énormément d'espace pour réfléchir par rapport à mon avenir, parce que je me dis, la cuisine, c'est un travail usurant. Au bout d'un moment dans ma vie, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir, j'avais un petit capital de côté. Je me suis dit, je fais quoi? J'ouvre un restaurant ou je m'achète une maison en Sardaigne pour profiter de ma famille quand je vais les voir. À votre avis, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté la maison en Sardaigne. Quand je vois tous mes potes restaurateurs qui galèrent avec leurs charges patronales, on ne va pas se mentir, un employeur dans la restauration, même par l'institution, il est obligé d'exploiter son personnel pour avoir un minimum de bénéfice à la fin de l'année. Sinon, tu n'as pas de bénéfice. Sinon, tu roules en l'air. Et c'est hyper frustrant. Donc, et encore une fois, un restaurant qui ne fait pas plus de 70 couverts n'est pas rentable à la fin de l'année, sauf si toi, tu es l'esclave, dans le sens si tu travailles tous les jours. Toi, tu penses que c'est un gap, sous ce gap-là, en termes de nombre de couverts, tu ne peux pas être rentable. C'est impossible. Non, c'est impossible. En fait, c'est impossible que tu sois rentable sans travailler là-bas. Dans le sens, si tu veux ouvrir un restaurant qui fasse moins de 70 couverts et être rentable, il faut que soit tu travailles tous les jours là-bas. Mais si toi, tu travailles par exemple, pour 2 ans, et après tu te dis, j'ai envie de voir autre chose, si tu te casses et tu mets quelqu'un d'autre, tu perds l'argent. Parce que le salaire de la personne qui va te remplacer, c'est ce qui est... Plus ton salaire. Ça va bouffer la marge. Il y a trop de charges dans la restauration. C'est pas juste une marchandise. Et c'est pour ça, justement, un patron, pour être rentable, est toujours porté à travailler de plus en plus avec les lobbies. Et même si tu te dis, j'ouvre un gastro ou un truc comme ça, et tu dis, je mets le menu à 250 balles. Oui, mais dans un gastro, tu as combien de personnel en cuisine? Tu as 15 personnes. Ça revient au même. Mais même pire, parce qu'en plus, là, tu as la pression des étoiles. Donc, c'est même pire. Les plus grandes violences totaux, physiques et morales, c'est dans les étoilés. Hein. On ne va pas se mentir.
c'est pour ça que les gens, alors d'aujourd'hui, les jeunes, plus jeunes que moi, plus âgés que moi, mais de ma génération, ils en ont marre de ça. Après, il y a toujours les bons têtes à papa, dans le sens où les gens qui étaient formatés comme ça, ils disent c'est qui elle qui parle comme ça? Nous ici, on fait le côte d'agneau avec. Mais non. Ouais, malheureusement, c'est les étoiles, c'est le pire par rapport à ça. Et voilà. Ok. Donc, du coup, maintenant, tu es souvent en Sardaigne? Bah, justement, grâce à cette, comment dire, changement de vie, je peux voir plus ma famille. Là, je les ai vus pendant 2 ans, je les ai vus 2 fois par an. Là, depuis janvier, je suis descendue au moins 4-5 fois. Donc, c'est cool, je peux profiter de ma famille, me ressourcer, me retrouver. Moi, je trouve que quelqu'un qui est cuisinier, mais après, pour n'importe quel domaine on fait, c'est bien toujours avoir un jardin secret, une passion qu'on a à côté de notre propre travail. Et moi, dans ce cas-là, c'est la danse. La danse, moi, elle m'a sauvée des pires soirées, des pires trucs. Quel type de danse? Alors, moi, je fais 6 ans de danse moderne, 12 ans d'hip-hop et 5 ans de salsa cubain et styling cubain. Okay. Et donc, je faisais ça à niveau amateur pro. Éclairé. Ouais, et bah, moi, je passais, par exemple, mes soirées dans un bar à salsa où on buvait que de l'eau, parce que alors, quand tu tournes toute la nuit, tu peux pas boire autre chose que de l'eau. Jusqu'à 6 heures du matin, dégommer de l'eau. Tu devais boire 3 litres d'eau. Ouais. J'ai kiffé ma vie. En fait, c'est pour ça, il n'y a pas que la cuisine. Et finalement, je me suis retrouvée, parce que alors, je suis pas quelqu'un qui était, j'étais tout le temps dans la cuisine, mais dès que j'avais un peu de temps libre, c'était vraiment consacré à la danse. T'arrivais à switcher comme ça, à avoir tes petits moments du coup où tu pensais plus à la cuisine? Oui, parce que maintenant, je ne suis plus, et c'est pour ça. Mais déjà, depuis l'époque que je suis partie à l'étranger, j'ai eu toujours cette carapace, la présomption, qui m'a toujours sauvée. Comme les plus grands, mais il y a eu un étude scientifique par rapport à ça, les plus grands révolutionnaires, c'est toujours des jeunes entre 20 et 23, 24 ans. Parce qu'en fait, il y a, vous savez, on a des synapses dans notre cerveau. Et en fait, avant le 24-25 ans, on a certains synapses, notamment du danger, qui ne sont pas encore formés. Et donc, les plus grands révolutionnaires, les gens disent, t'es un jeune, tu te rends pas compte du danger. Bah, c'est scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé que et après, tu dis, putain, je faisais ça, j'étais fou de faire ça. Oui, oui. Et moi, pareil, à 20 ans, je me disais, oh là là, je suis la patronne. J'avais envie de croquer la vie, quoi. Bien sûr. Et après, mais c'est bien, c'est quand même une arrogance qui m'a toujours sauvée. Parce que, imaginez les gens qui n'arrivent justement pas à se défaire et finalement, ils se poignardent eux-mêmes par rapport à ce management toxique, c'est encore pire parce que tout le monde est différent, tout le monde n'a pas cette chance parce que c'est un mélange de gènes qui à ta naissance, on se dit hop, petit cocktail de gènes, hop. Et alors, est-ce que maintenant, le fait de plus être 15 heures par jour en cuisine, quand tu y retournes, du coup, t'es pas encore plus heureuse d'y retourner et de cuisiner? Oui, bien sûr. Mais même, j'ai énormément des gens de mon ancienne équipe qui me textent parce que maintenant, j'ai fait des prestations de service, donc c'est différent. Je n'ai pas forcément une équipe, donc j'ai énormément de gens qui me cherchent. Bah, chef, tu n'as pas besoin de travail, Ah ouais. On mettra, tu nous donneras le lien de ton site, on le mettra en description. On le mettra en description, on mettra tes réseaux, ton Insta, etc. Et puis aussi le lien du site pour les spectateurs, auditeurs, etc. Quoi. Avec plaisir. Ah, génial. Bon, c'était vraiment un super moment. Alors, attends, j'ai pas fini, j'ai plein de questions à te poser. Enfin, plein. T'as vu, j'en ai pas beaucoup posé quand même. C'est toi qui parles. Ah, j'ai tchatché. Hein. Mais c'est toi qui parles, ouais. T'es prête? J'ai des questions que je pose à tout le monde. Attention. Attention. Si tu devais cuisiner pour quelqu'un de vivante ou morte, ce serait qui? Et tu ferais quoi à cuisiner? Alors, vivant, je l'ai, Bad Bunny. Bad Bunny, c'est un grand chanteur. Alors moi, j'ai pas, j'ai pas de chanteur préféré, acteur préféré. Je suis pas quelqu'un qui a une idole, fou en bas.
Mais lui, je l'estime énormément parce qu'il a changé la reggaeton, dans le sens qu'il a agrémenté la reggaeton avec de la salsa, de la rumba, du son cubano. Donc, il a vraiment changé la musique et il se bat surtout pour son pays. Moi, je viens de la Sardaigne, une île. Lui, il vient de Porto Rico. Chez lui, ils font énormément de cochons, chez moi aussi. Donc, Alors, tu lui ferais quoi à manger? Là, on a monté justement une vidéo où je fais à manger pour lui le cochon lait désossé, farci avec du chorizo, mariné dans du rhum colombien. Donc, ouais, tout en dansant. Ouais, c'était. Oh là là, ça se goûte où ça? Ça se goûte nulle part? Nulle part, sur mesure, il faut m'appeler. Aïe, 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 aïe. Alors attention, attention. Hein. Oh, wow, ça doit être dingue ça. Hein. Donc, ouais, non, en vrai, Bad Bunny, surtout parce qu'il se bat vraiment pour garder la vraie culture de son pays. Parce que, vous savez, avec l'histoire des Américains, ils essaient toujours d'américaniser le Porto Rico. Et alors, lui, à niveau de musique, il arrive à faire des jolis pics à la politique. Donc, j'adore parce qu'il est vrai, c'est un vrai. Et c'est un artiste que vraiment j'estime énormément. Après de mort. Non, mais ça y est, on a la réponse. Hein, c'est parfait. Hein, c'est pas. Il fallait choisir. Okay. Ah oui, non, c'est celui qui te fait plaisir. Bah, écoute, c'est une super réponse. Okay. Alors attention, là, ça se complique un peu. Je vais sortir mon chrono. Est-ce que tu peux nous donner une recette? Alors, t'en as déjà donné un petit peu, mais en 1 minute chrono. Ah bah, j'aurais dans la tiramisu. Ah non, trop tard, ça marche plus. Trop tard, tu l'as déjà fait. Putain, attendez. Une recette, je sais pas, ce qui te passe par la tête en fonction de la saison. Un truc en 1 minute. Ça aurait été incroyable. J'aurais pu me taire. Ouais, tu savais pas. Et oui, la recette en 1 minute chrono. T'as pas un petit truc comme ça, un petit tips, un petit... Après, t'as raison, on peut reprendre le tiramisu en intro. Hein. Tu nous l'as donné au tout début. Est-ce qu'on était en 1 minute chrono? Ah ouais, tu l'as fait vite. Hein. Ah, mais là, le tiramisu en 40 même. Allez, bah alors vas-y. Pour ceux qui n'auraient pas vu le début de la vidéo, c'est rigolo là, s'ils peuvent pas exister. Mais allez, alors vas-y, le tiramisu. 1 minute chrono. 1 minute chrono? C'est parti. Alors, on va prendre 5 œufs entiers, 10 cuillères à sucre. Les 5 œufs, on extrait le jaune. Le jaune, on le bat avec 10 cuillères à soupe à sucre de sucre. Tu mélanges, bam, 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 bon appareil à bombe. Tu ajoutes 500 g de mascarpone que tu mélanges avec un fouet pas électrique, très important, et tu mélanges en façon aérée. Après, tu montes la chantilly, n'importe quoi. Tu montes la crème, ouais. Une crème 30% pour faire, comme pour faire la chantilly, avec un tout petit peu de sucre, tu mets en 2 cuillères, donc 200 millilitres, soit 200 grammes. Et du coup, tu rajoutes ça en façon aérée, pareil avec ta maryse. Et ensuite, tu rajoutes les blancs en neige qui restaient des 5 jaunes que tu avais extraits. Donc pareil, et ça, tu le réserves à côté. Tu prends tes biscuits, tu prends ta et voilà. Et oh bah machine voilà. à café. Et du coup, tu imbibes tes biscuits. Déjà, d'abord, tu fais un premier strat avec la crème. Pas trop lège d'un centimètre, on va dire. Et après, hop, tu imbibes tes biscuits. Voilà, tu fais la première couche, le premier étage. Tu remets un coup de crème et ainsi de suite. Ah, toi, tu fais comme des lasagnes, le tiramisu. C'est ça. Ah, génial. En 1 minute chrono, oh, bah, on doit y être, hein. Merveilleux. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent de... Mais ça, c'est la vraie recette de ma tante. Ouais, donc c'est la recette. C'est la recette que Madame Geoffroy, elle fait à ses nouveaux Français et que c'est rentré dans sa culture. Donc voilà, si vous voulez un petit... Un petit tips, génial. Canon, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais que quand tu étais dans ton restaurant, ou même maintenant quand tu fais la cuisine à domicile ou les extras, etc., qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi, tu vois, de ce que tu proposes en plat? On fait passer aussi peut-être des messages à travers la cuisine. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, moi, par exemple, quand je fais des dîners privés, déjà, tout d'abord, j'essaie de faire un menu sur mesure par rapport au goût et au choix du client. Donc, quand j'arrive sur place et j'ai fait manger le jour J, pour moi, l'important, c'est que le client soit satisfait pour le goût, pour la présentation et pour tout l'ensemble, pour mon énergie. Après, bon, les gens qui sont mes clients, les gens que je connais, que je côtoie, me disent que j'ai cette énergie solaire, de bonne mine, et que cette énergie qui donne la bonne humeur aux gens. Donc, c'est cool. Mais après, je suis quelqu'un qui
je me remets énormément de questions tout le temps, tout le temps. Donc, par exemple, quand je vais chez quelqu'un, je fais à manger, je tiens énormément qu'il me fasse un retour, pas seulement de « c'était trop bon, bravo et tout », mais s'il y a aussi des critiques d'où je peux m'améliorer pour la suite. Et je trouve que c'est cette remise en question qui permet à une personne cuisinier, pas cuisinier, peu n'importe de ce domaine, d'y passer à l'étape supérieure. Et des fois, on est tellement centré dans notre petit ego d'être humain et qu'on ne se met pas forcément en question assez, je trouve. Donc toi, c'est aussi un échange, quoi. C'est ça, c'est aussi un échange. Génial. Si tu devais ouvrir un restaurant, ce serait où et ce serait quoi? Alors, ton rêve, tu dis voilà, pas ton truc, où tu dis ah ouais, ça j'aimerais bien. Mon rêve, encore une fois, ça n'a pas changé. Mon copain, il faut toujours le... Je ne pense pas qu'il sera très d'accord, mais bref. J'aimerais trop ouvrir un restaurant chez moi en Sardaigne, devant la mer, et faire pas que de produits de la mer, mais principalement, et travailler que des produits locaux. Que travailler avec des producteurs locaux, faire une offre végane, donc faire une cuisine végane, végétarienne et carnivore, dans un beau cadre devant la mer, en faisant une cuisine responsable, mais tout en déconnant, avec du goût, qui sort de l'eau, voilà. Et plutôt une petite trattoria, une auberge, un petit truc? Non, vraiment un restaurant, c'est un peu comme les cafés sur la plage. Oui. Un peu comme ça, donc un grand restaurant avec des grands canapes et tout, une grosse tente. Tu l'as déjà en tête, hein? Tu l'as imaginé. Voilà. J'adore. Ouais, après, une belle vue sur mer. Le soir, tu fais cocktail dînatoire. Non, ça barbecue, comment tu cuisines? Un joli barbecue. Plancha, ce serait quoi? Plutôt barbecue, toi? Moi, je pense qu'un joli barbecue vu client, ça serait bien. Comme ça, tu peux cuire déjà ta viande pré-cuire et tout. Donc, tu la termines au barbecue, ça fait un chaud et en plus le petit goût. Ah, parce qu'à savoir, le barbecue, c'est pas facile à utiliser parce que qui parle de barbecue parle de réaction de Maillard. Réaction de Maillard, quand tu la pousses trop, c'est cancérigène. Moi, j'adore quand c'est brûlé, j'adore manger du cancer, mais c'est pas bon. On va pas se mentir. Ouais. Donc, le barbecue, il faut le maîtriser. Quand tu fais revenir quelque chose et c'est noir de chez noir, tu le grattes, ce qui ça fait, hein, tu le grattes et ça passe entre guillemets, mais ça c'est cancérigène. Donc il faut faire hyper attention. Et il y a énormément de clients, notamment des clients que j'ai, par exemple, qui n'utilisent pas le barbecue. Par exemple, ils n'aiment pas la cuisson au barbecue, mais pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'au bout d'un moment, d'un certain âge, les choses plus cancérigènes, il faut les éviter. Et donc, attention, parce que même les légumes, par exemple, brûlés, qui peut sembler, ouais, c'est rien, faites-en attention parce que c'est important même pour l'après, quoi. Ok. Allez, plus que 2 dernières questions. Est-ce que tu as un plaisir coupable en matière de bouffe? Tu as un truc que tu n'oses pas avouer? Ouais, le chocolat. Alors, moi, j'aime pas le chocolat au lait, j'aime le chocolat noir. Et alors, des fois, je me dégomme des tablettes? Des tablettes de chocolat noir à noisette 70%, c'est mon kiff. Et tu peux te faire une tablette entière? Par contre, j'aime pas les desserts. Enfin, de base, je suis pas très dessert. Ok. Ouais, j'aime bien le tiramisu, la crème brûlée, voilà, la tablette de chocolat noir, 70% avec noisette. Alors, on va maintenant boucler la boucle pour la dernière question. Quelle est ta Madeleine de Proust, ce plat qui te ramène à ton enfance? À part le tiramisu? Ouais, parce que je savais que tu allais me dire le tiramisu. Salade de poulpe. Ok. Ma mère me faisait tout le temps la salade de poulpe et les poivrons antipasti. Ouais. Mariner, du coup, les poivrons? Ouais, un poivron antipasti, en fait, tu le fais revenir dans le four, tu le fais cuire, tu les oublies, en gros. On appelle ça oublier. Tu les mets dans une grille et tu les oublies 45 minutes. Après, tu les épluches. Si vous voulez une technique pour éplucher les poivrons, parce qu'il y a énormément de gens qui font les antipasti, mais pour les éplucher, galère, je vous donne une technique italienne. En gros, vous prenez un coup de poule, une boîte, peu n'importe, vous mettez de l'eau dedans. Vous prenez votre poivron que vous avez bien cuit au four, vous le passez dans l'eau et vous l'épluchez. Et ça s'épluche toute seule. Et après, voilà, vous l'assaisonnez. J'en ai fait, je crois, il y a 15 jours. J'ai encore galéré à enlever la peau. Oh, je vais essayer ça direct. Ah là là, génial. Et tu l'assaisonnes quoi? Huile d'olive? Xérès, huile d'olive, sel, poivre. Pas d'ail?
Ail, ben évidemment. Persil, Quelle question, évidemment. Ah, j'ai déconné. Excuse-moi, j'aurais pas dû, bien sûr. Mille merci. Attention, j'ai oublié un truc. Attention. La photo. On arrive à la fin. On se prend en photo ensemble quand même. Non, je fais une photo de toi parce que on terminera par la photo de toi dans la vidéo. Ok. Ce sera la dernière. Allez, t'es prête? Elle est parfaite, regarde. C'est vrai? Regarde. J'adore. Ah, tu vois? Mille merci, c'était génial. Avec plaisir, merci à toi. Je me suis éclaté, j'espère que vous aussi, vous avez pris énormément de plaisir à nous écouter. Et vous aussi. Et vous aussi, enfin tous. Et quoi. vous aussi. Merci à toi. Avec plaisir, merci passe à toi. un bel été. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à Tania. Je sais pas vous, mais alors moi, entre le tiramisu pour le 1 minute chrono là, que j'ai tellement envie de faire parce qu'il doit être hyper bon, ce qu'elle nous a raconté, je trouvais ça inspirant. C'était vraiment hyper intéressant. C'est la deuxième chose que je retiens de ça. Et puis la troisième chose, c'est que je vais vous mettre dans le lien son site parce que honnêtement, j'aimerais bien un jour qu'elle vienne à la maison pour nous faire quelque chose, genre un petit cochon de lait ou quelque chose comme ça, au chorizo. Bref, je me suis éclaté à l'écouter pendant cet épisode. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On like, on s'abonne, on partage, on commente. Si vous avez d'autres envies de rencontrer des chefs, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous aussi, vous avez une recette de tiramisu qui n'est pas sarde, mais peut-être, je sais pas, de Cicile ou alors de Toscane, n'hésitez pas à nous le donner. On fera un jour un petit championnat du monde du tiramisu qui est fabriqué en France par des gens qui adorent le tiramisu. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire là aussi. Donc, merci encore de nous avoir regardés. Merci à Tania parce qu'elle a été vraiment géniale. Je me suis régalé avec elle. C'est passé une vitesse folle. Je sais pas vous, mais moi, l'heure et demie, je l'ai pas vu passer. Merci encore. Passez un bel été. À la semaine prochaine.